Mesdames, Messieurs, bonjour et surtout merci d'être encore en direct sur Info TV. Nous sommes dimanche et justement nous avons droit à notre débat dominical libre expression 11h30, 13h30, 2 heures de temps pour croiser le verbe. Nous revenons sur les sujets saillants qui auront marqué l'actualité et qui s'achèvent tout au long de cette semaine. Et parlant justement de ces sujets saillants, nous sommes justement dimanche et c'est un dimanche spécial. C'est jour de Pâques pour les chrétiens à travers le monde. La Pâques qui symbolise ici la résurrection du Christ et surtout la victoire de la vie sur la mort. Ce matin, nous nous poserons la question de savoir si il y a finalement un débat autour de la résurrection de Jésus-Christ, tout comme le fameux débat sur la naissance de Jésus en 25 décembre. Nous allons également enchaîner dans le cadre toujours de ces échanges par cet autre débat qui continue à faire couler beaucoup d'encre et de salive. Il s'agit de la vraie fausse affaire du bébé volé du côté de l'hôpital Lakentini à Douala. Que s'est-il réellement passé du côté du Douala? De toutes les façons, la version officielle détenue par le ministre de la Santé publique, Dr Malachi Manaoda, est claire. Il n'y a jamais eu vol de bébé du côté de l'hôpital Lakentini. Une version soutenue par la victime, la maman du prétendu enfant volé, même s'il faut reconnaître que la même maman avait déjà fait une sortie faisant comprendre que son enfant avait été volé et elle demandait d'ailleurs justice. Que s'est-il finalement passé du côté de l'hôpital Lakentini? Y a-t-il eu manipulation? Y a-t-il eu arrangement ou tout simplement éclatement de la vérité? On finira par le troisième sujet inscrit à l'ordre du jour et on reviendra 39 ans auparavant pour parler du 6 avril 1984 avec ce coup d'état manqué au niveau de la République du Cameroun. Le président de la République, son Excellence Paul Biya, avait failli être renversé. Que s'est-il passé? Est-ce que nous allons dire aujourd'hui tous ensemble, plus jamais ça? Voilà les sujets inscrits à l'ordre du jour. On nous débattra avec beaucoup de froideur, mais surtout avec beaucoup de profondeur et d'efficacité. Pour en parler justement avec efficacité, ils seront juristes ce matin, ils seront experts en coopération internationale et surtout politologues, ils seront consultants. Je commence par accueillir ces invités qui répondent déjà présents ce matin. Maître Nouga, bonjour. Bonjour, monsieur le directeur général. Bonjour à nos téléspectateurs. Je suis très heureux d'être là, un dimanche de Pâques, que je voudrais quand même dire un dimanche ordinaire. Pour vous, il n'est pas spécial. Ah non, mais écoutez, d'abord... Moi, je pensais qu'il était spécial parce que c'est un dimanche de Pâques. Oui, il peut être spécial dans la mesure où il peut amener les peuples d'Afrique, notamment à comprendre que il y a eu d'énormes inversions. Je pense que vous lancez déjà le débat. Hein. Ah ben écoutez, si vous voulez... C'est un sujet inscrit à l'ordre du jour. Non, mais je finis quand même pour dire que il peut être spécial s'il c'est un dimanche de prise de conscience pour que, comme vous avez dit, plus jamais ça. Merci, Maître Nouga. Toute une vie au niveau des tribunaux, avocat au barreau du Cameroun, mais également homme politique. Depuis plusieurs années également, il est ancré dans la culture africaine, la culture traditionnelle. On accueille également en face de Maître Nouga notre consultant. Il s'agit de Pierre Blériot-Yemek. Bonjour Pierre Blériot. Bonjour Parfait ici et merci de m'associer à cette réflexion. Ce jour, nous qui avons pu nous libérer ce jour, nous montrons bien que c'est un jour ordinaire pour nous. Autrement, nous serions dans les festivités. Les difficultés que nous avons eu à atteindre, à rejoindre ce lieu, indiquent bien que les Africains ont commencé à perdre totalement conscience de leur liberté, ou ont continué. Savez-vous que les Blancs, pour parler vulgairement, ne nous ont jamais proposé rien de bien, rien de bon. Comment ça? Vous connaissez une seule bonne chose chez eux qu'ils nous ont proposé? Ils nous prêtent régulièrement de l'argent. Oui, bon, ils nous prêtent avec beaucoup d'intérêt. Vous voyez. Et notre argent, il faut le dire. Et notre argent. Donc, pour une fois qu'ils nous motivent à accepter une chose, nous devons questionner la chose là. Quand les Blancs vous disent que ça c'est bon pour vous, il faut questionner la chose. Parce qu'en général, quand c'est bon, on ne nous donne pas.
Merci beaucoup, Pierre Blériot-Niémec. À côté de Pierre Blériot-Niémec, nous allons également accueillir celui-là qui commence à être un habitué des plateaux sur Info TV. Il s'agit du docteur François-Désiré Mbesse. Bonjour, docteur. Bonjour, parfait. J'aimerais dire bonjour à tous les copanélistes et par la même occasion saluer le professeur Marie-Désirée Sola-Mougou qui est l'épouse d'un des enseignants de Blériot, le professeur Amougou, qui nous écoute avec beaucoup d'attention. Et il me demande d'ailleurs de vous transmettre également son salut. Merci. Je souligne tout simplement que Dr François-Désiré Mbesse est enseignant d'université. Il aborde plusieurs casquettes, mais ce matin, il intervient surtout en tant que politologue, expert en coopération internationale. Toujours dans le cadre de ce débat, comme quatrième invité, il se trouvera du côté de Douala. Nous le prendrons au téléphone. Il s'agit du professeur Henri Essomé, qui est donc justement médecin. Il est le chef de département gynécologie de l'hôpital La Quintini du côté de Douala. Il sera naturellement là pour nous apporter un peu plus d'éléments, un peu plus de précision sur ce qui s'est passé du côté de ce centre hospitalier. Donc nous serons avec le professeur Henri Essomé en posture de quatrième invité au téléphone ce matin. Nous prenons une transition. Bon retour sur le plateau de Libre Expression, tout en disant merci à Jean Pruneau et Fanconan pour cet autre édito. Et nous ouvrons justement ce programme avec le premier sujet inscrit à l'ordre du jour, le sujet portant sur la célébration de la Pâque. Je commence par Maître Nougat. Maître Nougat, y a-t-il finalement un grand débat sur les célébrations autour de l'enfant Jésus, autour de Jésus-Christ tout court? On a souvent entendu un grand débat sur la naissance de Jésus le 25 décembre, un autre débat sur la résurrection du Christ jour de Pâques aujourd'hui. Vous vous situez à quel niveau? Y a-t-il un débat? Y a-t-il eu des non-dits? Ou alors ce sont des faux débats? Il y a beaucoup de non-dits, pour ne pas dire beaucoup de contre-vérités. La question de la résurrection, c'est une question de nos cultures, de nos traditions, de nos civilisations noires d'Afrique, nos civilisations du Cameroun. La résurrection, c'est quoi? C'est l'arrivée de cette saison qui permet qu'après les saisons sèches, la pluie revient, l'herbe pousse à nouveau. On va de nouveau vers les champs, on cultive et on prépare les semences qui vont nourrir le peuple, les humains et la nature dès le mois de novembre, décembre, janvier, février, mars. La résurrection, c'est le grain, comme le grain de maïs, qu'on met en terre et qui redevient une plante de maïs. C'est une question de saison. C'est pas même du tout une célébration, parce que c'est le moment où la nature nous appelle au travail, à l'effort supplémentaire. Lorsque, sans nous dire quand il est mort, comment il est mort, on prend une image qu'on appelle Jésus. Vous voyez tout ce qui nous est montré à la télé. Vous avez vu des mises en scène, des individus qui se proclament Dieu. Parce que dans la vision de l'Afrique, Dieu n'est pas un homme. Il s'agissait tout simplement des commémorations. Voilà. Alors, et qui commence à commémorer. C'est qu'ils nous sortent, parce que j'ai indiqué dans l'introduction, ils nous sortent de la norme, de la compréhension réelle des saisons, des activités qui sont liées à ces saisons, et de la formation de notre propre histoire, de notre propre imaginaire, pour nous proposer un imaginaire étranger
qui n'est pas justifié, mais qui en réalité nous ponctionne en permanence à travers des événements festifs. C'est pour dire, c'est ce que j'ai dit, je suis dans cette posture et je travaille là-dessus, cette posture de retour aux sources, c'est-à-dire de retour au sens. Il faut donner de la signification aux choses et aux événements. Et ce qui est présenté comme célébration pascale, justement, manque de sens. À quel niveau? À tous les niveaux. D'abord, au niveau du personnage en cause célébré. Il n'a aucune existence pour nous. Comment ça? De manière historique, nous les Camerounais, nous les Africains, nous ne citions nulle part un personnage qui s'appelle Jésus. Nous. C'est un personnage qui nous est importé, amené avec le colonialisme et qui est proclamé par ces colons. Avant le colonialisme, nous connaissions déjà Jésus. Mais non, où? C'était un Romanese ou bien Manuel Cole ou bien... Vous voulez faire comprendre qu'il est venu avec le colonialisme? Absolument. Pour le cas du Cameroun, nous parlons de Jésus depuis les années 1800. Le Cameroun, oui, mais écoute, avant il a connu le colon à quel moment? Tout à fait. Avant 800, nous avions l'événement qui est aujourd'hui indiqué comme Pascal. C'est-à-dire avant 800, les pluies recommençaient en mars et les cultures se poursuivaient en avril, à cette période. Et c'était ça, en réalité, la Renaissance. Ailleurs, c'est le printemps, où, après les grosses sécheresses ou bien l'hiver, les fleurs reviennent, les arbres reprennent les feuilles. C'est ça la Renaissance. C'est ça la résurrection de l'humanité. C'est un cycle que nous avons maîtrisé dans nos cultures, que nous connaissons et qui a de la signification parce que c'est le moment du retour au travail, c'est le moment de la projection de notre peuple vers le... Non, c'est une question importante. Oui, vous allez Jésus est une image, c'est un personnage qui est absolument... Comment vous dites que Jésus est une image? Jésus a-t-il réellement existé ou pas? Mais je dis pour nous. Moi, je parle... Parce que vous dites que c'est une image. Oui, je parle... C'est comme si c'est une invention. Alors, je voudrais que nous soyons... Mais je dois le dire. Nous comprenions mieux. Je voulais le dire. À votre niveau, Jésus a-t-il existé, oui ou non? Ah, mais écoute, on dit qu'il a existé, je n'en ai aucune preuve. Pour ma culture de Bantou, il n'existe pas dans notre cosmogonie, dans notre anthropologie, un personnage qui s'appelle Jésus. Et il n'y a aucune raison que je sorte de ma culture qui a du sens, qui a de la signification et de la valeur, pour que je devienne une marionnette qui suit quelque chose que des étrangers sont venus nous montrer une image, un individu qui serait Dieu. Dans ma culture, ça n'existe pas. Et cette image, ce que je dois finir pour dire, pour chuter, c'est qu'elle n'a aucune signification. C'est compris. Elle ne signifie absolument rien, ni pour moi, ni pour mon peuple. C'est compris, maître. Je dois signaler que toutes nos tentatives ont été vaines pour avoir un homme d'église ce matin. Et vous pouvez sans doute imaginer que c'est pour les raisons justement de la célébration de la Pâque. Ils étaient tous occupés par des célébrations de messe et tout ce qui va avec. Voilà pourquoi vous n'avez pas un homme d'église sur le plateau. Pierre Bleriot-Nguemek, y a-t-il un grand mensonge sur cette résurrection de Jésus-Christ? Bon, ma posture est différente de celle de Maître Nouga. Oui. Je suis chrétien, moi. C'est-à-dire que je crois au Christ, je crois en Jésus-Christ, comme sauveur de l'humanité. Ma posture est donc différente de la sienne. Mais je vais préciser les contre-vérités de la croyance qui est imposée aux gens. Vous avez évoqué la question des dates et des événements. Je veux dire d'emblée que l'Église catholique romaine, elle n'est pas chrétienne. Pour des raisons historiques,
stratégique. Attendez un peu. Je- L'Église catholique romaine, Je précise bien. l'Église catholique romaine n'est pas chrétienne. Je dis que l'Église catholique romaine Oui. n'est pas du tout chrétienne et ne peut l'être. Pour des raisons stratégiques, pour des raisons historiques, pour des raisons culturelles et cultuelles que je vais évoquer. Allons-y. Voilà. Alors, il faut rappeler que le christianisme est né au Moyen-Orient. Si vous observez bien, Rome ne fait pas partie du Moyen-Orient. Première chose. Première vérité historique que j'énonce, c'est qu'un peuple n'a jamais conquis un autre peuple et a subi la culture du peuple conquis. C'est-à-dire que quand un peuple vient vous conquérir, il vous impose sa culture à lui et il ne subit pas la vôtre. C'est d'ailleurs l'attitude des peuples conquérants. Il faut donc savoir que lors de la guerre des Puniques, c'est-à-dire celle que Rome a menée contre les Carthaginois, Rome a conquis les Carthaginois et ensuite a conquis le Moyen-Orient. C'est-à-dire que Rome est un envahisseur. Et l'apôtre Paul vous précise bien que les pratiques qui sont faites à Rome, tant du point de vue du culte que du point de vue des cultures, sont différentes des cultures, de la culture et du culte juif. Qu'est-ce qui s'est donc passé et qu'est-ce qui se passe? C'est que, pour faire simple, lorsque Rome conquiert la Palestine, c'est la Palestine ancienne, ce qui se passe, c'est qu'on impose à dose homéopathique les manières de faire et les croyances romaines. Commençons par la date de naissance de Jésus-Christ. Si vous regardez le signe astrologique auquel correspond la date de naissance de Jésus-Christ, vous verrez bien qu'il ne peut pas correspondre au type d'individu qu'on décrit. C'est-à-dire quelqu'un né dans cette période-là est Capricorne. Mais on va revenir sur les détails. La fête du 25 décembre se célébrait déjà comme la fête de renaissance de Sol chez les Romains, qu'ils ont donc imposé comme étant la date de naissance de Jésus-Christ. Première chose. Chez les Romains, il y avait des pratiques telles que l'homosexualité, les hommes allaient entre eux, et vous verrez que progressivement l'Église catholique romaine impose aux cultures du Moyen-Orient ce genre de conviction. Vous pouvez le voir. Maintenant, d'autres dates qui sont importantes. Lorsque nous parlons aujourd'hui de la Pâque, c'est-à-dire de la résurrection de Jésus. Moi, ma conviction et ma croyance, et la preuve que j'ai de la Bible, c'est que Jésus-Christ est bien mort et qu'il est ressuscité. Sauf que il n'est pas mort et ressuscité dans les conditions qui sont indiquées par Rome. Jésus-Christ déclare lui-même, en Matthieu chapitre 12 au verset 40, il dit de même que Jonas fut, le verbe être, 3 jours et 3 nuits dans le ventre d'un grand poisson, de même le Fils de l'homme sera 3 jours et 3 nuits dans le sein de la terre. Quand vous partez de vendredi, ce que vous appelez vendredi saint, en soirée, à dimanche matin, vous avez 36 heures au plus. C'est-à-dire bien la moitié de ce que le Christ déclare. Et ça correspond à une autre idéologie qui dit qu'on a seulement caché le Christ. Pour que ça corresponde à 72 heures. Et donc, à un principe de la culture juive qui veut que pour qu'un homme soit déclaré mort, il doit avoir passé 72 heures sous terre. Il faudrait que Jésus ne soit pas mort un vendredi. Ne soit pas mort un vendredi là pour être ressuscité un dimanche. Lorsque nous remontons, nous constatons que Jésus est mort le mercredi en après-midi et est ressuscité le samedi en après-midi. Il est apparu le premier jour aux apôtres. Parce que les jours sont comptés de 6 heures à 18 heures chez les Juifs. La journée s'arrête à 18 heures. Et on dit qu'il est mort entre les deux soirs, c'est-à-dire entre 15 heures et 18 heures. Voilà. Pourquoi Rome le fait? Rome le fait pour enlever toute la signification culturelle à la mort et à la résurrection. Parce que c'est la mort et la résurrection de Jésus-Christ qui sauvent les chrétiens. Il faut qu'il ne soit pas mort et qu'il ne soit pas ressuscité, en vous faisant croire ce qui n'est pas. Les dates ne sont pas anodines. On ne peut pas se passer des dates. Lorsqu'on vous affecte une date qui n'existe pas, c'est qu'on veut que vous soyez dans l'erreur. La troisième démonstration... Vous n'avez pas existé. La troisième démonstration que je veux faire, c'est qu'il passe dans les têtes de tout le monde que Jésus est mort à l'âge de 33 ans. Je regrette véritablement qu'un prêtre ne soit pas sur le plateau. Je crois que l'occasion nous sera donnée une autre fois. Aucun indice biblique ne montre que Jésus aurait atteint 33 ans.
Je vais dire pourquoi le chiffre 33 a été choisi. Mais beaucoup d'indices montrent qu'il est mort avant 33 ans, notamment à 31 ans. Pourquoi? Jésus a commencé sa mission à 30 ans. Luc chapitre 3, verset 23. La mission de Jésus-Christ n'a duré qu'une seule année. Vous pouvez vérifier depuis Matthieu 24, Marc 22, vous allez jusqu'à Matthieu 26, Marc 24, Luc 22, Jean 19. C'est le même récit qui revient, c'est-à-dire celui de la passion du Christ. Il y a eu une seule Pâque de toute la mission de Jésus. C'est-à-dire à partir du moment où Jésus a appelé ses apôtres, jusqu'au jour où il est mort, une seule Pâque s'est célébrée. Or, la Pâque était une célébration annuelle. S'il y en avait eu 3 pour qu'il ait eu 33 ans, on aurait signalé les 3 autres Pâques, les 2 autres avant celle-là. La première qu'il a dû célébrer avec ses apôtres, il l'a fait par image, c'est-à-dire par symbole. Il a dit, je suis l'agneau qui doit être immolé cette année. Donc, cet autre mensonge qui donne à Jésus le chiffre 6, c'est-à-dire 3 plus 3, pour le ramener au chiffre du diable, est encore une tendance de la Rome antique. Jésus a commencé sa mission à 30 ans. Cette mission Je n'ai pas bien compris. Que 33 fait quoi avec le diable? Mais 3 plus 3, c'est 6. C'est le chiffre du diable. Pour ceux qui connaissent la numérologie. C'est pour cela que vous avez le 666. Les chiffres ont des significations. On n'utilise pas les chiffres n'importe comment. Le chiffre 1 signifie quelque chose, c'est l'unité, c'est Dieu. Le chiffre 2, c'est l'établissement. Le chiffre 3, c'est la complétude. Le chiffre 4, c'est le chiffre du monde. Le chiffre 5, c'est le chiffre de la grâce. Le chiffre 6, c'est le chiffre du diable, ainsi de suite. Donc, chaque chiffre qu'on utilise dans la Bible signifie bien quelque chose. Et la naissance de Jésus-Christ. Donc, vous voulez dire que Jésus, que nous louons au niveau de notre Église, a le chiffre du diable? Bien sûr, c'est ce que je vous dis. Je ne veux pas dire. C'est ce qu'on vous dit. Est-ce que 33 signifie 6? Oh. En numérologie, il y a une façon. On compte les chiffres jusqu'à 12. Et après 12. Vous êtes en train de dire des choses très graves, Blériot. C'est pour cela que j'aurais voulu avoir en face de moi un prêtre catholique romain pour que nous en discutions. Mais ça, vous voyez, lorsque Jésus se choisit 12 apôtres, ce n'est pas pour rien. Observez que lorsque Judas est là, nous allons encore avoir 1 plus 2 qui donne 3. Oui, mais qui est un bon chiffre. Le chiffre 12, c'est le chiffre de la perfection spirituelle. On compte des chiffres de 1, je vous ai dit, jusqu'à 12. C'est pour ça que vous avez que 12 signes astrologiques. Tout s'arrête à 12. Lorsque l'un des 12 décède, se suicide, Judas, qu'est-ce qui se passe? On aurait pu laisser. Si c'était anodin, il serait resté 11. Jésus était déjà mort. Il était déjà monté au ciel. Mais l'apôtre Pierre dit qu'il faut qu'on se choisisse un 12e. Parce que les chiffres ont une certaine pertinence. On passe donc à un vote et on choisit le successeur de l'apôtre décédé, c'est-à-dire suicidé, Judas, pour qu'on revienne à 12. Vous ne devez pas vous dire que non, il a choisi 12 parce qu'il voulait avoir 12 personnes autour de lui. Donc, je me résume pour le premier jet. Je suis chrétien, je crois au christianisme, je crois à la mort de Jésus-Christ qui a passé 72 heures sous terre, qui est ressuscité, qui a sauvé l'humanité. Je dis clairement que l'Église catholique romaine n'est pas chrétienne parce que les Romains ayant envahi les Judéens, leur ont imposé à dose homéopathique leur culture à eux. Et ils continuent de leur imposer ça. Si on pouvait lire dans le texte biblique, je vous enverrai lire tout de suite, toutes ces pratiques qui ont cours aujourd'hui dans l'Église catholique, c'est elle qui avait cours à Rome. Et c'est elle qu'on impose. Et vous voyez que l'homosexualité qui commence à Rome continue dans l'Amérique latine, mais elle bute au niveau de la Turquie. À partir de la Turquie en évoluant, ces peuples qui sont pour la Turquie, l'Asie mineure, vous continuez jusqu'au Moyen-Orient, refusent ces pratiques qui leur sont étrangères. Pour le premier, c'est ce que je vous dis. Merci beaucoup, Pierre Blériot. Nous allons passer la parole à Dr François-Désiré Mbesse. J'ai failli d'abord. Comme vous appelez François-Désiré, c'est la civile, vous êtes chrétien. Donc il n'y a plus un débat. Sauf si je me trompe. Hein? Alors, docteur, c'est une réalité ou un simple dogme lorsque nous parlons, par exemple, de la résurrection du Christ, lorsque nous parlons, par exemple, de la célébration de la Pâque? Parfait, merci. Vous vous en douteriez. Pour l'homme de science que je suis, j'ai souvent un peu de gêne à parler des questions de croyance parce que le cartésianisme que je suis parle des choses vérifiables, vérifiées et attestées. Et de ce point de vue, j'arrive à la vérité
scientifique. Bon, il se passe que nous sommes là dans la spiritualité qui est une autre science. Et nous parlons d'un personnage, je pèse mes mots, le personnage de Jésus. Je dis le personnage parce que nous sommes dans des traditions d'écriture. Et quand on parle de tradition d'écriture, il y a des acteurs. Et c'est le grand livre qu'on a appelé la Bible qui met en scène une série de personnages qui ont été présentés comme étant les fanions d'une civilisation elle-même conquérante à partir d'éléments arbitraires qui ne sont pas véritablement de cette culture. Le personnage de Jésus, à partir de ce moment, est sujet à caution. Le premier élément, c'est d'abord celui qui est représenté comme étant Jésus. Quand on sait également que, avec l'évolution de la technologie et de la science, que en ces années-là, on n'avait pas encore de photographe pour faire une correspondance réelle entre celui qu'on nous présente sur des plateaux et toutes ces images sur la personne de Jésus. C'est d'abord le premier élément qui attire mon attention, qui est un élément rationnel, le développement de la photographie, l'image. Comment est-ce qu'on parvient à nous dire que ce monsieur qu'on présente correspond à ce Jésus? Bon, c'est vrai que, docteur, il y a même eu le monsieur qui avait tourné le film Jésus de Nazareth, qui est presque sorti de ses gonds en disant qu'il n'est pas Jésus. Et il en a marre qu'on continue à l'appeler Jésus et qu'il y ait ses photos dans des maisons, dans des églises, en disant que c'est Jésus. Il avait fait cette sortie. Si vous permettez, docteur, si vous permettez. Oui, Blériot. Non, sur la question de la photo de Jésus, c'est encore une pratique romaine. Mais le visage de Jésus est décrit dans la Bible, jusqu'au menu détail. Sauf que les chrétiens n'auraient pas le courage de dessiner un homme tel qu'il est décrit dans la Bible. La Bible décrit Jésus comme étant... Il était laid? Il était très laid. Mais je vous dis ce que la Bible dit. Vous voulez que je vous lise le texte? Oui. Voilà, il est bon que nous le lisions. Pour ceux qui peuvent ouvrir, vous ouvrez vos Bibles en Ésaïe 53. Dès que vous êtes en Ésaïe 53, nous lisons le texte qui dit. Ésaïe, vous permettez, nous sommes au chapitre 53. Alors, écoutez, qui a cru, je suis au verset 1, qui a cru à ce qui a été annoncé, qui a reconnu le bras de l'Éternel. Il s'est élevé devant lui comme une faible plante, comme un rejeton qui sort d'une terre desséchée. Il n'avait ni beauté, ni éclat pour attirer nos regards. Et son aspect n'avait rien pour nous plaire. Voilà le visage de Jésus. Ni beauté, ni éclat, et il n'avait rien pour plaire physiquement. Et les philosophes reconnaissent d'ailleurs que le visage de Socrate, qui est l'un des philosophes les plus laids de la planète Terre, ressemble bien au visage de Jésus. Oui, des vérités comme celle-là, on ne veut donc pas présenter un homme très laid, mais je vous dis que c'est la Bible qui dit, en Ésaïe 53, verset 2, il s'est élevé devant lui comme une faible. C'était quelqu'un de nonchalant, quelqu'un de faible, de laid et de pas du tout attirant. C'est ce que la Bible dit. Mais le garçon qu'on vous présente sur la photographie est un beau garçon qui attire les regards et qui attire même l'attention des femmes. Voilà ce que dit la Bible du visage de Jésus. Merci beaucoup. Voilà. Docteur Mbesevaya, continuez et chutez. Oui, donc voilà, nous posons déjà la question de l'authenticité du visage. Et justement, ça pose problème. Le deuxième élément, c'est que ceux qui en font la publicité, c'est-à-dire l'Église catholique romaine et tous les autres christianismes aujourd'hui, sont eux-mêmes des imposteurs. Ah bon? Oui, parce que si on nous dit que Jésus est araméen, ça n'a rien à voir avec l'Occident, qui se dit chrétien. Et le véritable christianisme, Jésus même n'était pas chrétien. C'était judaïque. Il faut qu'on se dise des vérités. Il ne peut pas être chrétien puisque le christianisme vient de lui. C'est donc pour dire qu'il existait donc une religion là-bas et qu'il pratiquait lui. Et c'est pour cela qu'on parle là-bas des synagogues. J'ai fait un tour.
où j'ai voulu découvrir. C'est un pays, c'est un territoire très marqué par l'histoire de la spiritualité. Vous y allez en pèlerinage, vous allez à Golgotha, vous voyez ce qu'on a appelé les tombes de Marie, Jésus et tout ce que nous avons dit là-bas. Donc c'est quand même des endroits qui existent. Non, c'est des endroits qui existent. C'est des endroits qui existent. Moi-même, j'ai vérifié. J'y suis allé et j'ai vu. Mais seulement, il se pose un problème, c'est que cette culture part de là pour se retrouver d'abord au niveau de la Grèce. Parce qu'il faut prendre l'évolution des civilisations et des empires. C'est d'abord de là vers la Grèce. Et lorsque vous arrivez en Grèce, on développe donc la tendance des orthodoxies. Et quand vous partez de l'empire grec, on revient donc à l'empire romain qui a été le dernier grand empire qui s'est approprié cette spiritualité mal assumée. Parce que, il faut le dire, lorsque nous faisons ces représentations, il y a également un gros travail de traduction. Parce que la Bible que nous lisons aujourd'hui, nous la lisons en français. En français, nous sommes là pratiquement à une 7e traduction du texte original. C'est-à-dire les transcriptions de l'oralité araméenne jusqu'à la Bible en français. Quelqu'un te dira que la traduction, c'est la trahison. Il est donc important de dire que nous, en tant que scientifiques, nous ne posons pas la question de l'inexistence de Dieu ou de Jésus, mais nous disons qu'il y a des choses à clarifier, tant sur le personnage, sur les dates qui sont évoquées, en rapport avec une idéologie dominante, qui est l'idéologie occidentale et de fondement judéo-chrétien. Merci beaucoup. Je voudrais que chacun puisse avoir une minute encore sur ce sujet. Maître Nouga, lorsque nous vous avons suivi lors de votre premier jet, nous avons eu la nette impression que vous ne croyez pas en cette image, parce que vous parlez beaucoup en termes d'image. Cela signifie que vous croyez en Dieu simplement, ou alors en la tradition africaine. Je voudrais qu'on soit clair. Je ne parle pas de foi. J'ai expérimenté la foi. Et insatisfait, j'ai questionné moi-même et je suis arrivé à ne pas donner de signification à la croyance. C'est quoi croire? Pour moi, croire m'a ressemblé comme étant l'invention de l'humain. C'est nous qui inventons quelque chose dans notre esprit qui peut être réel ou pas. Et je suis sorti de là pour explorer ou rechercher la connaissance. La connaissance doit être des éléments à tester. Et je ne parle donc pas de foi, dont tout le monde est libre de croire. Moi, j'ai choisi d'exprimer ma spiritualité par d'autres choses que la foi. Et je prétends que Dieu n'est pas objet de foi. Il ne faut pas croire en Dieu. Il faut le connaître parce qu'il est une réalité attestable et attestée. Mais si on sort de la foi, on va devenir ce que nous sommes. C'est-à-dire des Bantous, des Africains. Je suis dans l'exploration de la connaissance africaine, Bantou, et je m'y satisfais beaucoup. Très bien. Donc Dieu n'est plus questionné en termes de croire en Dieu. D'ailleurs, je voudrais très rapidement finir. Vous savez, quand on dit, moi j'ai vu des grands-mamans, quand elles grondaient leur enfant, elles disaient, « Eke, c'est-à-dire, cet enfant, connais-tu vraiment Dieu pour agir comme ça? C'était pas une question de... D'ailleurs, la croix ne se traduit pas bien facilement dans nos langues. Parce que quand on dit, par exemple, en langue béti, maïebe, ça veut dire davantage j'accepte. Ça ne veut pas dire je crois tout à fait. Donc, quand on dit, par exemple, en langue bassa, himle,
je ne suis pas sûr qu'en utilisant les étymologies et tout, on va renvoyer à la foi. C'est quelque chose de plus réel que cela. Donc, Dieu nous a donné l'univers, il est certainement l'univers, et il est question que nos vies s'harmonisent avec l'univers. Donc je suis à la quête de règles, des lois de l'univers. C'est par ces règles et ces lois que nous autres Africains, nous autres Bantous, nous exprimons notre spiritualité. Et notre spiritualité est active. Elle ne perd jamais de sens. C'est-à-dire, elle ne peut pas devenir un événement festif où on explique des choses par l'interprétation. Merci beaucoup. Pierre Blerugne, mais si je m'en tiens à tout ce long développement que vous avez eu à faire tout à l'heure, est-ce que d'une manière ou d'une autre, la foi justement des chrétiens ne peut pas subir un grand coup? Vous vous interrogez sur pas mal de choses. Vous êtes même allé jusqu'à dire que le chiffre 33, pour dire 33 ans de Jésus, n'a pas été choisi au hasard. Vous faites allusion là à un chiffre du diable. Alors, si moi chrétien, qui sait donc à partir de ce jour, en ayant suivi Info TV, que disant que Jésus est mort à 33 ans, alors que ce n'est pas le cas, c'est parce qu'on veut nous faire comprendre que Jésus c'est le diable. Est-ce que je vais encore croire en Jésus? Non, depuis lors, je vous ai dit que l'Église catholique romaine n'est pas chrétienne. Donc quand vous êtes catholique romain, vous n'êtes pas chrétien. Vous croyez en toute autre chose, vous connaîtrez la vérité et la vérité vous affranchira. L'Église catholique romaine a pour justement mettre Jésus-Christ, donc chrétien. Non, ce n'est pas possible. J'ai posé un postulat historique. Les hommes de science sont là. L'Église catholique romaine croit au Christ. Non, évidemment non. Dans quoi? Non, du tout. Je vous dis, un peuple ne peut pas conquérir un autre peuple et aller appliquer la foi ou les croyances de peuple conquis. Cela n'est pas possible. Si un peuple vous conquiert, il vous impose cette foi à lui, ses cultes à lui. Blériot, pourquoi donc à l'église, lorsque nous allons, comme c'est le cas ce dimanche, nous allons dans ces églises catholiques romaines. Ouais. Là-bas, nous parlons de Jésus-Christ, nous parlons du Christ, Et quand on dit chrétien, vient de quoi? Bien, Christ. Bon, vous parlez d'un Christ galvaudé. Vous savez la notion d'homonymie, n'est-ce pas? Vous pouvez croire que vous parlez de la même personne alors que ce n'est qu'une ressemblance de nom. Savez-vous que Jésus a chassé un démon qui s'appelait Jésus? Ah ben voilà. C'est-à-dire, il chasse un démon et il demande au démon son nom. Le démon répond, je m'appelle Jésus. C'est possible, puisque dans la culture justement de Jésus-Christ, beaucoup de gens, la culture juive, beaucoup de gens s'appellent Jésus. Voilà donc. Le fait d'utiliser donc ce patronyme ne veut pas dire. Pourquoi vous ne croyez pas en Jésus? Parlons de la Pâque très brièvement. Comment naît la Pâque chez les Juifs? La Pâque est une commémoration des souffrances que les Juifs ont subies quand ils étaient en captivité. Voilà. Une symbolique. Et Dieu avait imposé au peuple juif des règles à suivre pour célébrer la Pâque. Vous allez me dire si ces règles sont suivies par l'Église catholique romaine. Vous devriez choisir un agneau mâle. Jésus est donc un agneau mâle, n'est-ce pas? Sans défaut. Jésus n'avait pas péché. Âgé d'1 an. Exode chapitre 12. Vous vérifiez, ce sont les critères. Or, le Jésus de l'Église catholique romaine est âgé de 3 ans. 33 ans. Non, de 3 ans. Ah. La mission a commencé à 30 ans. Puisqu'on ne pouvait pas sacrifier un enfant d'1 an. Il fallait qu'il se sacrifie ayant l'âge d'1 an, 1 an de mission. Le vôtre à l'Église catholique romaine est âgé de 3 ans. Pourquoi? Alors, je dis Exode chapitre 12. Il faut qu'on vous explique souvent les choses. Vous savez quand même, vous qui êtes catholique romain, que pendant un certain temps, on vous avait interdit de lire la Bible. Ou vos pères ici peuvent... Monsieur, oui, et on appelait ça en bas les solis. Je ne sais pas comment ça se dit en bêtis. C'était à l'époque coloniale. Oui, mais pourquoi on vous interdisait d'accéder au texte? C'était pour pouvoir vous donner des enseignements qui ne sont pas dans le texte. Merci beaucoup. Et ces enseignements sont ancrés en vous. Au fur et à mesure, vous n'avez pas pris du recul et de la curiosité nécessaire. Ce qui devait se passer est arrivé. C'est-à-dire que, avec le temps, vous avez commencé à vous dire ce que l'autre voulait, que bon, on est déjà habitué à dire ainsi. Pourquoi changer? Quand les enfants apprennent à tort que le soleil se lève à l'est et se couche à l'ouest, on enseigne ça aux gens. Mais en physique, c'est faux. Le soleil ne se lève pas, il ne se couche pas.
Mais aujourd'hui, tout le monde, même les scientifiques racontent, laisse le vent. Ça, c'est des incongruités qu'on accepte et que les scientifiques enseignent. Merci, vous savez bien que le soleil ne se lève pas. Dans nos langues, on dit le soleil apparaît. Voilà, il ne se lève pas, il ne se couche pas. C'est la Terre qui fait une rotation autour du soleil. Mais aussi simple, si des choses donc qui sont anciennes, qui sont fausses, si vous êtes dans l'erreur, quel que soit le temps que vous mettez dans l'erreur, tant que vous ne revenez pas sur le droit chemin, vous êtes dans l'erreur. Merci beaucoup. Le docteur Mbese ne va plus intervenir. Nous avons des contraintes de temps. C'est ce qu'il fallait dire globalement ce matin concernant justement le débat sur la résurrection de Jésus-Christ. Le temps d'une touche pause. Bon retour sur ce plateau de libre expression dans le cadre justement de ce dimanche pascal. Comme nous vous l'annoncions, le deuxième sujet nous amène à parler justement de cette information qui fait grand bruit depuis un peu plus d'une semaine. Il s'agit de la vraie ou fausse affaire de bébés volés à l'hôpital La Quintini à Douala. Une situation qui a d'ailleurs fait en sorte que le ministre de la Santé publique, le docteur Manaouda Malachi, puisse justement faire une descente du côté de l'hôpital La Quintini. Au sortir justement de cette réunion de crise, on apprendra de la bouche du ministre qu'il n'y a jamais eu au vol de bébé du côté de ce centre hospitalier. Entre-temps, la victime, on mettra déjà les guillemets, la maman avait déjà ameuté toute la République via les réseaux sociaux que son bébé a été volé dans ce centre hospitalier et elle demandait d'ailleurs que justice soit faite. Comme nous vous l'annoncions, on aura comme quatrième invité dans quelques minutes, à partir justement de Douala, le professeur Henri Essomé, qui est par ailleurs chef de département gynécologie dans ce centre hospitalier, qui nous apportera un certain nombre de précisions. En attendant que la réalisation puisse établir la connexion avec Douala, nous allons lancer le débat dans le cadre justement de ce programme. Docteur François-Désiré Mbese, je suppose que vous avez suivi cette folle actualité, comme tous les Camerounais et autres internautes. Quelle est votre première lecture concernant cette affaire de bébé volé à l'hôpital La Quintini de Douala? Oui, parfait. C'est d'abord un sujet regrettable, parce qu'il faut le dire. Docteur, oui. On me fait justement comprendre que le professeur Henri Essomé est connecté. Bonjour, professeur. Bonjour, monsieur Aïssi. Professeur Henri Essomé, bonjour. Bonjour, monsieur Aïssi. Merci de faire confiance à Info TV. Nous l'avons dit, vous êtes chef département gynécologie à l'hôpital La Quintini de Douala. Première question concernant cette affaire qui fait couler beaucoup d'encre et de salive, cette affaire de bébé volé dans votre centre hospitalier. Qu'est-ce qui s'est réellement passé à l'hôpital La Quintini? Merci, monsieur Aïssi, de l'opportunité que vous nous accordez d'apporter des éclaircissements factuels. Avec votre permission, nous allons faire un certain détour pour le confort de vos milliers de téléspectateurs. Le département de gynécologie que je coordonne, c'est une série. Ça décline, j'allais dire, n'est-ce pas, en 3 services. Chaque service étant chapeauté par un chef de service et une dizaine de sous-unités. Et le service concerné ici, c'est celui de la maternité, où nous recevons l'essentiel de nos urgences obstétricales parce que la gynécologie est également organisée en son sein pour faire face aux urgences gynécologiques. Concernant la grossesse, il y a un certain nombre de détails qu'il faut apporter également. En raccourci, l'hôpital La Quintini, c'est 3200 naissances l'an, 850 césariennes
et avec des femmes qui nous parviennent dans des états assez lamentables. Mais avec le temps et l'organisation qui est mise en place, nous y faisons face. Nous déplorons ce qui est arrivé, mais dans les faits, de quoi est-ce qu'il s'agit? Il s'agit d'un état de grossesse. Mais il faut savoir qu'une grossesse, à terme, c'est 284 jours. Renvoyé en semaines, ça fait 41 semaines, c'est-à-dire 9 mois. 8 mois, comme on l'a entendu ci et là, c'est 37 semaines. Le terme de viabilité chez nous, c'est à partir de 6 mois dans le concert africain, c'est-à-dire à partir de la 28e semaine. La dame, je préfère passer rapidement sur son identité, est arrivée le 30 pour des saignements partant de sa partie intime dans un contexte de grossesse. L'examen qui est fait à son admission trouve quand même qu'il y a une discordance, c'est-à-dire qu'il y a un écart entre ces dits et nos trouvailles. Je dirais à ce niveau que c'est quelque chose d'assez fréquent dans notre pratique. Il y a les dires et il y a les faits. Après examen, quand on mesure la chambre du bébé, ce qu'on appelle l'utérus, quand on mesure en retenant le plus grand axe, c'est-à-dire que la mesure la plus lointaine, ça renvoie à 3 mois et demi parce que la hauteur utérine, comme nous aimons le dire dans notre métier, c'était 14 cm. Et effectivement, dans ces déclarations, ce jour, elle reconnaît que durant son périple, parce qu'il faut le préciser ici, elle est passée par l'hôpital du district de Milan, un coup, elle a été au bataillon blindé de reconnaissance, où je pense c'est à ce niveau qu'on lui avait demandé si elle n'avait pas accouché, parce qu'on lui disait, mais c'est trop petit votre ventre. Et elle retorquait en disant qu'effectivement, elle est surprise de ce que cette grossesse, son ventre est trop petit. Cela dit, revenons, ne nous éloignons pas, n'est-ce pas, des faits. Alors, après examen, le gynécologue de garde ce jour constate effectivement qu'entre les dits et les constants, c'est tout un gap. Donc, c'est une grossesse au voisinage de 3 mois et demi. Et le verrou naturel qui permet à toute grossesse de rester longtemps en place, tout au moins jusqu'au terme de viabilité, qui est de 6 mois, eh bien, elle se rend compte que le verrou était totalement réduit en termes techniques, c'est-à-dire effacé, mais en plus bien ouvert, c'est-à-dire dilaté à 3 cm. Ce qui conclut donc à un avortement inévitable. C'est ce qui s'est passé. L'équipe a été active à la soulager, à expulser. Le produit de conception est sorti. Elle s'est rassurée de ce que l'entièreté était hors de là, donc elle a procédé à une révision utérine. Le temps pour elle de remplir les registres, la sage-femme enverra donc l'élève infirmière stagiaire à la mettre au propre, comme c'est habituel dans l'autre pratique, parce que le tout n'est pas de vous accoucher, on vous met au propre. Malheureusement, le conceptus, après ce toilettage-là, nonobstant les procédures en la matière, l'élève a pris le bassin de lit et a tout versé dans le vidoir. Nous précisons qu'il y a un terme de viabilité dans notre spécialité, parce qu'il semble que ça pose problème.
Dès que vous sortez, n'est-ce pas, du premier trimestre de la grossesse, le produit de conception devient fœtus jusqu'à terme. Maintenant, indépendamment du moment où il sera expulsé, si c'est en deçà du terme de viabilité, c'est un produit de conception ou conceptus. Il y a un terme consacré que nous n'aimons pas parce qu'il est assez déshumanisant, c'est-à-dire avorton. Maintenant, à partir du terme de viabilité, à partir de 6 mois, vous serez soit un très grand prématuré, un grand prématuré, un prématuré relatif, ou bien un nouveau-né à terme. Voilà en substance ce que nous avions eu à apporter comme éclaircissement à ce stade. Merci, professeur. Mais je vous pose une autre préoccupation. Si j'ai bien compris, les téléspectateurs avec, la dame n'était qu'à 3 mois et demi. Et comment expliquer le fait que la dame, elle-même qui connaissait qu'elle était pratiquement à 3 mois et demi, elle puisse faire tout ce randam qu'elle a pu faire à travers les réseaux sociaux en disant que elle a accouché et que son enfant, son bébé, a disparu. Comment expliquer les déclarations de la dame avant l'arrivée du ministre du côté de l'hôpital à Kentini à Douala? Vous comprenez d'emblée, monsieur Haïssi, que je n'ai pas l'expertise pour expliquer cela. Qui plus est que, dans sa déposition ce jour-là du jeudi 6 avril, elle dit qu'au niveau du bataillon blindé de reconnaissance, il lui a fait remarquer que, mais tiens, madame, avez-vous déjà accouché parce que votre ventre est vide, ou tout au moins c'est trop petit, et elle reconnaît que c'est vrai que je n'ai jamais eu ce genre de ventre, mais cette grossesse-ci, c'est trop petit. Maintenant, qu'est-ce que je peux vous dire? C'est que dans l'évolution d'une grossesse, monsieur Haïssi, quand votre épouse est enceinte, le tout n'est pas d'avoir un référentiel en termes, n'est-ce pas, du début de la grossesse. Dans l'intermède, beaucoup de choses peuvent se passer. Beaucoup de choses peuvent se passer. Si elle s'amuse à prendre quelques remèdes de grand-mère entre-temps, ça peut impacter sur l'évolution. Si les cellules qui ont présidé, n'est-ce pas, à la formation du produit même n'étaient pas de qualité, ça peut s'arrêter. Autant de choses, sans oublier maintenant les erreurs, n'est-ce pas, du thème. Je ne dis pas que c'est le cas, j'essaie de globaliser pour expliquer un peu plus, parce que je vous prends un cas simple, morceau choisi. Vous pouvez avoir une femme, n'est-ce pas, qui a un trouble, n'est-ce pas, de ses cycles. Elle peut rester 2 mois durant sans saigner et régulièrement faire des tests de grossesse qui ne sont pas positifs. Et par la suite, peut-être au 3e mois, elle commence à avoir des nausées, ainsi de suite. Et puis quand on fait l'écho, eh bien, l'écho va trouver, 1, qu'elle est enceinte, 2, qu'effectivement, il y a une activité cardiaque, mais l'écho va vous donner l'âge réel, n'est-ce pas, de cette grossesse-là, à ce moment précis, parce que si vous vous en tenez, n'est-ce pas, depuis le temps où on ne voit pas ces menstrues, vous passez à côté. Et je ne dis pas que c'est le cas, même si quelque part quand même on retrouve un élément, n'est-ce pas, un peu du genre du côté de nylon. Cela dit, elle a quand même fait une échographie précoce à nylon, où elle n'a pas continué ses visites. Et si on évalue par rapport à cette échographie jusqu'au moment de son admission, elle était à moins de 6 mois. Mais de manière factuelle, les faits sont sacrés. Quand nous on mesurait à l'admission, c'était en conformité avec ce qui avait été trouvé, excusez-moi, je ne sais plus où, entre BBR et puis nylon, où c'était 15 cm, nous c'était 14. Donc on est toujours dans la fourchette
3 mois et demi. Maintenant, pourquoi, si ça, vous convenez avec moi que j'en suis démembré, mais notre rôle ce matin, c'est plus dans l'éclairage de tout le monde de ce que nous avons eu à notre niveau et de tout ce qui, malheureusement, est arrivé malgré, n'est-ce pas, les procédures en question, ce qui a d'ailleurs amené le directeur, n'est-ce pas, à prendre des mesures conservatoires en suspendant toute cette équipe, le temps de mettre la lumière dans cette affaire. Merci, professeur Essomé. Je vous suggère de rester toujours connecté. Nous allons continuer avec le débat en studio. Et vous pouvez revenir pour d'autres précisions. À tout à l'heure, professeur. Compromis. D'accord. Je pense que c'est le docteur François-Désiré Besseux qui avait donc la parole. On a suivi le professeur Henri Essomé, qui est le chef département gynécologie du côté de l'hôpital La Quintini. Je vous remets la parole. Oui, merci, parfait. Je voudrais dire avec toute la froideur que des faits, que nous sommes là encore face à ce que je vais appeler une légèreté professionnelle. À quel niveau? La science médicale est une science claire. Et il est important, le professeur a parlé des faits. Tout à fait. Oui. Et lorsque vous écoutez ce narratif, vous vous rendez bien compte que si nous devons prendre l'hypothèse de l'immaturité, en médecine, on cause. Lorsqu'un patient arrive chez vous, encore que la patiente, on ne nous a pas dit qu'elle était dans un état où elle ne pouvait pas comprendre certaines choses. Et il y a une démarche pédagogique qui consiste en l'accompagnement de celui qui vient à l'hôpital, l'explication de tout ce que vous découvrez. Parce que nous avons l'impression que lorsque vous allez à l'hôpital, l'équipe de spécialistes qui vous prend en charge ne vous dit même pas la réalité qu'il maîtrise déjà. Et, résultat de course, quand on arrive à des cas extrêmes comme cela, nous supposons d'abord, la personne qui est la patiente n'est même pas au courant de ce qu'elle porte en elle. Il faut donc d'abord s'interroger à ce niveau. Deuxième élément qu'il faut également essayer de comprendre. Nous savons que les visites se font pendant les 9 mois d'une grossesse. Est-ce à dire que la jeune belle Esther Aurélie n'a pas suivi toutes ces visites? Et si c'est le cas, quel est le constat qui a été fait à partir de l'hôpital quand elle est arrivée à la Quintini? Il y a l'historique, il y a les carnets. Il faudrait qu'on nous dise. Troisième élément, c'est que nous sommes en Afrique. Lorsque une grossesse, c'est quand même un monsieur et une dame. Je vais questionner la parenté responsable. Bon, où est l'auteur de la grossesse au moment où sa femme ou son ami se retrouve à l'hôpital pour avoir un suivi? Et quatrième élément également, c'est, nous continuons à nous questionner, c'est que lorsque vous êtes sorti là, il nous parle d'un produit, il a utilisé un terme technique pour ne pas parler d'un avorton. Le conceptus. Le conceptus. Voilà. Il parle du conceptus et on parle de 3 mois et demi. Alors, lorsque vous décidez de vider ce qui est sorti, pourquoi n'attendez-vous pas que la personne concernée soit là et voit ce qui est sorti de son ventre? Parce que quand on nous raconte cette histoire, qui me semble, on nous a dit que c'est des éclairages, moi je crois que c'est du clair-obscur. Il y a encore des choses qu'il faut clarifier. Lorsque vous avez, disons que c'est un avortement. Mais
la personne voit quand même ce qui est sorti de son ventre. Et à partir de ce moment, ce n'est pas vous qui avez la responsabilité d'évacuer, d'aller mettre dans le vidoir. Il y a quand même, c'est quand même un cas grave lorsque quelqu'un arrive à l'hôpital et est fait sortir de son ventre, disons, un enfant qui l'attendait. Fût-il mort, vous le présentez à la personne et la personne prend sur elle deux. On enterre chez nous. On enterre chez nous. Qu'est-ce qu'on en a fait? Pourquoi est-ce qu'on a décidé de faire disparaître sans le consentement de la concernée, encore moins les membres de cette famille? Je crois quand même qu'il y a lieu de se questionner sur cela. Merci beaucoup. Nous allons aussi passer la parole donc à Pierre Blériot-Niémec. Pierre Blériot, nous fonctionnons ici à Info TV avec beaucoup de faits. Voilà pourquoi nous avons voulu avoir l'un des principaux responsables de l'hôpital à Kentini, surtout lorsque nous parlons donc de maternité. Il s'agit donc du chef. Donc, nous sommes là en gynécologie et le professeur Henri Sommet nous apporte un certain nombre d'éléments. Nous partons d'abord de 8 mois, puisqu'on nous avait parlé d'une histoire de 8 mois. Par la suite, nous a parlé de 6 mois. Maintenant, les principaux acteurs nous parlent donc de 3 mois et demi. Bon, ben, ce qui se conçoit bien s'énonce clairement. Et les mots pour le dire arrivent aisément. Vous voyez bien que le professeur Sommet est quelqu'un d'éloquent. Mais si vous suivez le fond de sa voix, vous écoutez un construit. Vous êtes en train d'analyser, vous êtes en train d'analyser la voix du professeur. Vous écoutez un construit. Je parle français, vous écoutez un construit. Le docteur Mbesse a suggéré quelques pistes. Moi, je commence par la fin. Pourquoi a-t-on mis un terme à la commission d'enquête mise sur pied par le gouverneur? Le ministre de la Santé a-t-il qualité pour nous donner les résultats d'une enquête? Parce qu'en menant une enquête, moi j'ai fait une science qu'on appelle la logique. Je vais vous montrer beaucoup d'illogisme dans ce qu'on dit. Lorsqu'on écoute le professeur Sommet, on a l'impression que les hôpitaux camerounais sont très sérieux. C'est-à-dire, quand une femme arrive, on mesure tout ce qu'il a dit là, on nous fait souvent ça. Et il vous a échappé peut-être que le professeur Sommet a voulu nous faire comprendre qu'entre leurs mesures et ce qui a été fait à Nilon, il fait plus confiance à leurs mesures qu'à ce qui a été fait à Nilon qu'on appelle comment on appelle cet examen encore, qui permet de voir l'état du bébé. Une échographie. Une échographie a été faite, elle signalait plus de 6 mois. C'est le non-dit. C'est le hiatus qu'il y a dans le langage. Et eux, ils ont mesuré, et c'est ça qu'il appelle les faits, c'est-à-dire les faits sont au-dessus de la machine. La mesure de l'homme est plus précise que celle de la machine. C'est ce qu'il vous dit. Alors, la jeune dame qui a eu une vidéo avant de se rétracter vous dit qu'elle est partie accoucher. Quand on va accoucher, souvent au Cameroun, on a une petite valisette. On a des choses que le bébé va porter lorsqu'il va naître. Est-ce qu'on vous a présenté le carnet de suivi de cette jeune dame depuis le jour où elle croit qu'elle est enceinte? Elle a été prise en charge par quel médecin, par quelle institution médicale? Il faut donner ce nom-là. À quelle date? Je vous dis, si on menait une enquête sérieuse, on verrait toutes les contre-vérités. Cette dame-là est allée à l'hôpital le premier jour. Quand est-ce qu'un médecin lui a dit, madame, vous êtes enceinte? C'était quel jour? On n'aura plus besoin de mesurer. Parce que le professeur Sommet n'invente pas la gynécologie. Vous voyez, celui qui a dit à la dame qu'elle était enceinte avait fait un travail simple, c'est-à-dire un test de grossesse. Et il avait constaté que la dame était enceinte. Donc on le produit. Pourquoi on n'a pas permis que les gendarmes mènent leur enquête? On aurait donc sorti. Ils ne seraient pas là en train de faire des mesurettes. On nous aurait produit le carnet de la dame qui dit elle a été déclarée enceinte depuis tel jour. Et parfois ici et moi, et Maître Nouga et tout le monde, nous allions calculer et voir le nombre de semaines. On aurait évacué la question. Vous pensez c'est gros comme un nez, parti de 8 mois à 3 mois et demi. Pourquoi on parle de 8 mois à 3 mois et demi? C'est parce qu'on veut faire correspondre cette date-là au fait que ce n'est pas encore un bébé. C'est donc ça le construit. Et c'est évident. N'imaginez quand même, moi j'ai fait logique, je suis pas, bon, en médecine, ils font mathématiques, donc il a fait logique. Ça pourrait passer auprès des autres, mais ça, ce construit ne peut pas passer.
il ne peut tout simplement pas passer parce qu'il a trop d'illogisme. Vous voyez? Alors, où sont passées les mises en cause pendant les déclarations du ministre? C'est-à-dire la jeune dame qui... Avant que vous parliez des mises en cause, parce que vous êtes pratiquement en train de botter carrément en touche tout ce que le professeur Essomé a eu à dire tout à l'heure. Mais Blériot, le professeur Essomé n'est pas quand même un plaisantin. Il vous parle quand même de ce qu'il maîtrise, c'est-à-dire la médecine. On a dit à des temps reculés que la science pouvait se mettre au service d'une idéologie. La science peut se mettre au service d'une idéologie. C'est-à-dire les scientifiques ont défendu le nazisme en expliquant que c'était bien. Vous voyez ça? Donc ne faites pas confiance à un scientifique quand il se met au service d'une idéologie. Entre tout ce que vous me faites là, ce ne sont que des soupçons. Non, je ne parle pas de soupçons. Je vous pose des principes. Je dis qu'on n'a pas à venir nous dire que la dame n'était pas enceinte, que c'était 3 mois. Ça, c'est des déclarations. Pour parler de faits, est-ce que dame Esther Bell avait un carnet d'hôpital? Est-ce qu'elle était suivie par quelqu'un avant d'aller accoucher? Parce que j'ai une vidéo de Bell qui dit qu'elle allait accoucher. Elle ne dit pas que... Je ne pense pas que ce qu'on nous dit là, c'est lui qui dit maintenant qu'on aurait dit à la dame que ton ventre là est trop petit. Bon, mais si quelqu'un arrive donc avec un ventre trop petit, qui ne ressemble pas à une grossesse, et qui vous dit que je suis venu accoucher, docteur Mbese a suggéré cela, vous lui faites remarquer clairement que tu ne peux pas accoucher, puisque tu es très en dessous de la date limite d'un accouchement. Ce qui va t'arriver maintenant s'appelle un avortement. Si cela avait été dit, est-ce que la vidéo devenue virale de Dame Bell serait sortie? C'est-à-dire que Dame Bell aurait été informée avant que ce qui se faisait, c'était pas un accouchement, mais un avortement. Entre-temps, quand même, Pierre Blériot, excuse-moi de vous acculer. Acculez-moi, Père. La dame, cette fameuse Belle, elle-même a fait se volte-face en faisant justement comprendre que tout ce que les autorités ont eu à dire, les médecins ont eu à déclarer lorsque le ministre est descendu sur Douala, que c'était vrai. Son avocat également a dit que c'était vrai. Est-ce que vous n'avez pas vu comment la caméra a trahi l'avocat? L'avocat demande à Dame Bell de parler plus haut, comme quelqu'un à qui on a dicté un texte. Vous n'avez pas vu? Revoyez les images. C'est-à-dire Dame Bell est timide pour commencer son texte, et l'avocat lui dit, monte la voix, il faut que les gens t'entendent bien. Vous pensez que pour que Dame Bell s'exprime bien, on avait besoin de toute cette attirée autour d'elle? Quand elle parlait la première fois, vous avez vu la vigueur de sa voix? Vous avez vu l'entrain? Et maintenant, elle parlait, je remercie tout le monde. Je remercie le staff. Vous pensez, c'est gros comme un nid. Ça peut passer, parce que déjà c'est passé. Vous voulez parler tout à l'heure là des mises en cause? Oui, mais où sont passées les mises en cause? Il faut dire que l'avocat qui est sur le plateau reviendra. Dans cette affaire parfaite à ici, on aurait dû confronter Dame Bell aux dames qui l'ont fait accoucher. Et cela devait se faire devant les autorités judiciaires et non devant une autorité administrative. L'enquête avec tout son sens. C'est-à-dire on convoque ces dames-là et c'est ces dames-là qui parlent aux enquêteurs. Qu'avez-vous fait? Et on a le carnet de Bell, vous l'avez reçu. Qui vous a donné l'autorisation de prendre les restes et d'aller enterrer? Parce que si vous retrouvez la stagiaire, elle va vous dire autre chose. Si vous aviez amené la stagiaire devant un officier de police judiciaire qui l'avait cuisiné, elle lui aurait dit quelque chose. Ben, maintenant, tout est fini, les gens ont signé des papiers et ils ont dit que bon, il n'y avait pas de grossesse. Donc, il n'y a pas de bébé disparu parce qu'il n'y avait pas de bébé. C'est trop gros comme un nez sur un visage. Merci beaucoup, Pierre Blériot. Maître Nouga, vous êtes justement juriste et vous êtes avocat. Je présume que vous êtes très à l'aise pour ce genre de sujet. Alors, on a parlé de bébé. Au finish, l'information que nous avons eue de la bouche de l'une des bouches les plus autorisées, c'est-à-dire Monsieur le ministre de la Santé, et qu'il n'y a jamais eu vol de bébé. La dame même qui a ameuté toute la République a également été d'accord avec le ministre. Vous vous situez à quel niveau lorsque vous avez également écouté avec beaucoup d'attention tout à l'heure le professeur Essomé, qui est le patron de la gynécologie à l'hôpital Akintimi? Écoutez, moi, je ne veux pas ajouter à l'embarras, mais
S'agissant en fait de la santé publique, on aurait dû laisser tout, le peuple tout comprendre. Le ministre a eu le souci de mettre fin à une polémique qui naissait et il y a réussi, bravo. Mais je ne suis pas sûr que ça va conforter la confiance que nous devons avoir en les hôpitaux. Il aurait été évidemment mieux, s'agissant d'une infraction à la loi, le vol de bébé c'est une infraction, même les excès médicaux constituent des infractions quelquefois. Il aurait été mieux, comme ça avait semblé commencer, que l'institution judiciaire, qui a un regard fureteur et professionnel, soit là et qu'elle nous dise ce qu'elle a vu, ce qu'elle a constaté. C'est-à-dire, après avoir écouté la jeune dame qui parlait beaucoup dans les réseaux sociaux, écouter également les infirmières. Et je dis à ce niveau-là, le ministre n'aurait pas eu besoin de sortir. Les gendarmes ou les policiers nous auront dit non, après avoir écouté la concernée et les infirmières ou les sages-femmes en question, il s'est trouvé que, après avoir vu le carnet médical, parce que je me souviens, dès le premier jour où on a constaté la grossesse, les médecins ajoutaient date probable d'accouchement. C'est-à-dire que dès le premier jour, c'est clair, il y a une date probable d'accouchement. Moi, je me souviens, parce que j'ai une femme qui a moi, fait j'en ai plusieurs. Qui a fait beaucoup d'enfants. Il y avait toujours cette mention, et j'avais demandé DPA, je crois. C'était quoi DPA? Date probable d'accouchement. Et on me marquait une date. On me dit date probable d'accouchement. Donc, à partir de cela, on n'avait pas besoin de voir le ministre descendre, de voir le directeur, le professeur responsable aurait dit tout. La présence du ministre et tout ce qui intervient après, notamment les contradictions manifestes qu'on voit, atteignent la confiance que nous devons avoir en la médecine et en nos hôpitaux. Et c'est pour moi, c'est ce qui est grave. Et ce qui est important et gravissime. On se demande, est-ce que c'est vrai? Surtout qu'après cette intervention du ministre et sa déclaration publique, il y a des réseaux sociaux qui reprennent une opinion d'achat de conscience. On dit qu'on aurait donné de l'argent pour que la fille se taise. On a vu ça. C'est-à-dire, ça ne participe pas à nous rassurer. Et c'est là où peut-être, monsieur le ministre, a réussi un coup en créant une autre situation de déficit de confiance entre le public et le système de santé publique. Merci. Et c'est dommage. Merci beaucoup. Je repasse la parole au docteur Mbessé. Nous allons évoluer dans le débat en se posant la question si depuis un certain temps il y a un problème contre les bébés au Cameroun. On a eu cette affaire de Douala, la Kentini. On nous a parlé d'une autre affaire à la clinique Le Jourdain à Yaoundé. On a parlé d'une autre affaire du côté de Konsamba. On a connu l'affaire Koumatekel au Cameroun. On a connu l'affaire Vanessa Tchatchou, pour ne citer que celle-là. Est-ce qu'au Cameroun, nous détestons subitement les bébés? Mais parfait. Je crois que il y a moins d'un mois, sur ce même plateau, nous posions déjà la question des crimes rituels et de toutes les dérivés. Et il me souvient que nous avons abondamment développé ici sur la symbolique culturelle qui existe autour des nourrissons dans les rites ésotériques. Ah bon? Nous avons longtemps débattu ici et nous avons dit que nous sommes dans une période de transition politique délicate où la gestion du pouvoir et la quête du pouvoir... Qu'est-ce que les bébés ont à voir avec vos transitions politiques?
Je vous dis donc que pour des personnes qui s'intéressent au pouvoir terrestre, il faut le dire, il y a des rites qui sont très souvent faits et ces rites se font autour de l'énergie du fœtus. Et vous allez vous rendre compte parfois que vous n'intéressez pas assez ces personnes parce que dans le mythe et dans ces rites, plus vous grandissez, moins vous avez de l'énergie. Vos activités vous démagnétisent plus. Alors que, docteur, le fœtus, oui. Docteur, je voudrais vous redire que le professeur Essomé est une fois de plus connecté. Oui. Je vous ai dit que c'est le 4e invité par téléphone et il est d'ailleurs prioritaire comme il est au téléphone. Professeur Henri Essomé, je vous repasse la parole. Avez-vous d'autres précisions par rapport à ce que les autres invités ont eu à dire sur le plateau? Merci, Monsieur Aïssi, pour la parole donnée, une fois de plus. J'ai l'impression qu'il y a eu un flot d'informations et beaucoup de choses ont échappé aux panélistes. Dans les procédures, vous êtes toujours informé des constats. A-t-on informé la jeune dame de nos constats? Je réponds oui. On lui a tout dit et de la suite. Première chose. Deuxième chose, concernant ce qui aurait été fait en périphérie, je l'ai reprécisé, c'est presque un classique. Faites le tour, vous êtes à Yaoundé, faites le tour de tous les cabinets et hôpitaux, depuis le moins futé jusqu'au plus gradé. On vous dira que c'est presque quelque chose d'habituel dans notre pratique de ce que celles qui viennent en périphérie, elles s'entendent quelquefois dire que non, voilà, il y a soit des erreurs d'estimation ou que ci ou ça. Pour répondre, n'est-ce pas, à Maître Nouga, votre femme est enceinte, rien ne vous garantit qu'elle va évoluer. Dans 15 à 20% de celles qui sont vues au tout premier contact, à la première visite, beaucoup dans ce lot-là n'amèneront pas leur grossesse à terme, je l'ai dit quelque part là, pour un certain nombre de raisons. 2 ou de 3, si on s'en tient même à l'échographie première qui avait été faite à Milan, au moment où elle est admise, parce qu'il faut le repréciser, la dame, malheureusement, avec quelques troubles, voilà, disons de cycle, et dont partant ne pouvait pas connaître, n'est-ce pas, avec exactitude, tout au moins la période à quoi remontait sa dernière coulée menstruelle. Cela dit, elle a quand même eu le mérite de bénéficier d'une échographie première qui nous a permis de nous appuyer là-dessus pour évaluer au moment où elle était admise dans nos locaux, eh bien, ça ne faisait pas 6 mois. Cette grossesse n'avait pas théoriquement 6 mois. Et puis, les faits sont sacrés. Ça ferait même, n'est-ce pas, 8 mois que quand on mesure, ça donne 14 cm. 14 cm, c'est 3 mois et demi. Ce n'est pas 30, parce que 8 mois, c'est 30 cm. Voilà les précisions, mais cependant, je précise que les procédures ont montré des lacunes quelque part. Information où elle a été informée, nous sommes dans la communication permanente parce que le patient, il ne faut pas le perdre de vue, on le dit aussi bien à nos élèves, nos jeunes élèves médecins que ceux qui sont en résidence, en spécialisation, ne jamais perdre de vue qu'un être humain, à la base, au-delà du motif de son admission de consultation, c'est un communicateur. Donc, il faut savoir restituer. À ce niveau, cela a eu lieu. Ce que nous déplorons, c'est malheureusement qu'au moment, après l'avoir
nettoyer celle qui était en charge. Malheureusement, de le faire, la sage-femme qui avait procédé à l'expulsion n'étant pas à côté parce que remplissant les documents y afférents, quand elle revient, le constat, malheureusement, et pour lequel nous avons tous présenté nos excuses, et c'est que le conceptus et tout ce qui va avec, cette dernière a pris le bassin de lit et l'a vidé dans le vidoir. Voilà les quelques éclaircissements que nous avons souhaité apporter davantage pour éclairer davantage. Mais maintenant, quant au reste, vous comprenez que je suis totalement démembré du fait de ce procès d'intention et autres. Je ne peux que humblement rapporter les faits tels que nous savons le faire, n'est-ce pas, dans notre domaine. Voilà. Une des exigences dans notre métier, c'est la moralité. C'est la moralité. Et vous pensez que au niveau où nous nous trouvons, si nous prenons la parole pour apporter des éclaircissements, soyez rassurés, il n'y a absolument rien de caché. Il y a eu un vice de ce que, malheureusement, comme l'exige la procédure en la matière, qu'il s'agisse d'un avorton, qu'il s'agisse d'un mort-né, ça veut dire qu'on est dans la période de viabilité et jusqu'à terme, ou voir carrément, n'est-ce pas, d'un nouveau-né vivant, pour X raisons, prenons le cas d'espèce où elle est opérée, c'est-à-dire qu'on a fait une césarienne pour telle indication, et qu'elle n'est pas apte à avoir son bébé, voilà, là maintenant on peut parler de bébé, à côté d'elle, les procédures sont telles que X ou Y qui devra se présenter là sera identifié. Nous avons des fiches où l'intéressé soit identifié et va apposer, n'est-ce pas, sa signature. Malheureusement, c'est ce que nous déplorons. Nous allons continuer, n'est-ce pas, à mieux encadrer ces stagiaires qui nous viennent de partout, parce qu'on ne peut non plus, n'est-ce pas, leur tourner le dos. Celui qui vous parle aujourd'hui, c'est ainsi qu'il a été formé. La main lui a été prise pour faire ci, ça. Un médecin, c'est celui qui a ancrage, n'est-ce pas, à une pratique hospitalière. Sans ancrage à la pratique hospitalière, on n'est ni plus ni moins qu'un docteur en médecine. Voilà, donc nous avons pris, n'est-ce pas, la leçon et la réflexion est plus accentuée pour que ce genre, n'est-ce pas, de travers ne nous arrive plus. Voilà ce que nous avons souhaité apporter comme éclaircissement davantage, tout en souhaitant que l'émotion qui nous également nous a affectés va, n'est-ce pas, fléchir. Je vous remercie. On vous remercie également, professeur Henri Essomé, chef département gynécologie à l'hôpital La Quintini. Je pense que c'est le docteur Mbessé qui avait donc la parole. On fait justement ces derniers tours de table. On prendra le dernier sujet inscrit à l'ordre du jour. Le professeur est d'accord avec ce que vous étiez en train de dire, qu'on a eu à vider les restes sans toutefois informer la patiente ou alors ceux qui l'auraient accompagné. Il regrette cette erreur médicale et il souhaite que plus jamais cela. Oui, moi je voudrais dire que le professeur a déjà tout présenté. Nous pouvons relever les responsabilités à plusieurs niveaux. Et il est donc important de reconnaître que on ne va pas en Champions League avec des amateurs. Lorsqu'on veut donner naissance, c'est quand même la vie, on parle de ce qui est sacré. On ne saurait donc, dans ce cas, aller avec des personnes qui, en plus, peuvent prendre sur elles. Comment un stagiaire peut prendre sur lui de vider quand on a un cas problématique comme celui-là? Je crois quand même qu'on ne peut pas laisser
abandonné. À cette époque-là, c'était pas un cas problématique. Non, mais écoutez, vous allez Le à cas est devenu l'hôpital. problématique lorsque le fait a été rendu Vous allez à officiel. l'hôpital. Vous avez, disons, un avorton. Oui. Mais c'est déjà en cela une situation particulière qui voudrait que on ne laisse plus le stagiaire seul, puisqu'on dit bien, elle est allée, elle est sortie de la salle, elle est allée Remplir les documents et on a laissé la sage-femme, La stagiaire. la stagiaire, Seule avec le conceptus. conceptus. Et qui ne s'est donc pas gêné à prendre ce conceptus et le mettre dans les vidoirs. Mais je crois quand même qu'à ce niveau, c'est grave. C'est très grave. On ne saurait donc, comme disait le romancier, nous sommes dans un texte qui vient d'être tissé là. Et nous avons encore quelqu'un qui voudrait nous convaincre sans avoir raison. Parce que jusqu'à présent, nous savons. Il faut quand même aussi dire que l'hôpital à Kentini n'est pas un hôpital quand même. C'est pas n'importe quoi. Nous le C'est savons. l'un des plus grands hôpitaux au Cameroun et le professeur lui-même vous donnait quelques statistiques. Plus crois de que- 3000 naissances Je crois- par an, un peu plus de 800 césariennes. Donc, Non, vous savez, les chiffres. il y a quand même l'expertise à la Kentini. Il faut également lire le cas des extrémités comme celle-là. Il vous Ouais. a parlé de ce qui marche, mais ne vous a pas parlé de ce qui ne marche pas et qu'on ne dénombre pas aussi. C'est pour cela que les gens se sentent gênés lorsqu'il y a quelque chose comme ça. L'hôpital à Kentini, ça doit être des hôpitaux de référence dans l'intention de l'État. Mais maintenant, au niveau de la pratique, nous ne pouvons pas tolérer que dans un centre de cette envergure, que les Camerounais qui vont pour trouver de la santé et la vie trouvent la mort et la disparition. Il faut qu'on se le dise. Et Je c'est voudrais- éthique. Merci beaucoup. Je voudrais proposer Oui, une Maître mesure. Nouga, oui, allons-y. Je voudrais proposer, parce que docteur, j'ai parlé de la confiance que nous devons avoir au docteur. Je voudrais vous proposer, dans les cas analogues, exiger un accompagnateur, soit l'époux, soit la mère, soit un frère, un accompagnateur digne d'intérêt qui assiste ce genre d'événement, qui assiste aux accouchements. Je pense que ça va nous rassurer davantage. Je pense que le ministre l'a dit dernièrement, hein, ce sera désormais comme cela lorsqu'une femme ira pour un accouchement. Pourquoi riez-vous, Blériot? Mais parfois ici, c'est une technique de diversion qui est connue dans le monde. Ah bon? Donc vous voulez dire Qui divertit nous qui? quatre, nous sommes plus intelligents que tous ces gens, nous ne savons pas que ça devrait se passer comme ça. C'est en fait à la fin d'une concession, on dit aux gens, bon, on va souvent faire comme ça. Aux États-Unis, dans la mafia, il y a quelque chose de particulier qu'il faut remarquer. On fait toujours disparaître l'individu qui a commis le forfait. C'est-à-dire que son nom n'apparaît plus. Ça fait que le forfait disparaît avec l'être. Pourquoi nous ne focalisons pas sur cette jeune dame qui aurait amené le conceptus dans le vidoir? Il y a trop de hasard. Pierre Blériot, Oui. le professeur vous a dit que il est devenu le grand professeur qu'il est aujourd'hui. À un moment donné, il a aussi été stagiaire. Non, mais Avec vous tout voyez- ce que cela peut Vous comporter voyez, comme erreur. l'intentionnalité du professeur, c'est de nous amener effectivement à pardonner à la stagiaire une erreur qu'on lui affecte. Parce que la stagiaire, elle ne nous a pas elle n'a encore rien dit. dit. Mais revenons un peu à nous. Faut pas Moi, nous- ce que je veux dire, parce qu'on va sortir de ce sujet, c'est que Dame Belle Aurélie Esther a déjà passé son accord avec qui de droit. Nous, aujourd'hui, nous luttons pour ces autres femmes. Dame Belle ne m'intéresse plus. Elle a passé son accord. Elle a passé son accord avec qui? Avec qui de droit? Qui de droit, c'est qui? Elle a changé son langage. Avec qui de droit? C'est une expression française. Elle a passé son accord avec qui de droit. Maintenant, elle ne m'intéresse plus. Je me sers seulement de son cas pour défendre des cas futurs. Elle est déjà satisfaite. Elle est chez elle. Et puis, son bébé qui était mort n'est plus mort. D'ailleurs, il n'a jamais existé. Elle dit qu'elle est entrée, elle est venue avec beaucoup de questionnements. Et qu'au sortir de là, Elle a des réponses. elle a des réponses. Bon, je vous lis également un message qui me parvient dans un numéro privé où le monsieur, apparemment, qui est également un spécialiste, dit « Dame Belle n'était pas venue accoucher, mais plutôt parce qu'elle saignait. Pour preuve, elle n'avait pas de layette avec elle. Lui, il était là-bas.
Ok. C'est-à-dire, il accompagnait donc Dambel. Mais vous voyez, il y a beaucoup de magiciens qui accompagnent Dambel. C'est-à-dire, cet individu qui sort aujourd'hui accompagnait Dambel. C'est lui qui est le géniteur de l'enfant. Et il avait vu donc parmi les choses de Dambel. Et j'aime lui dire que c'est le géniteur qui a saisi les réseaux sociaux. Donc, lui qui accompagnait Dambel savait qu'elle n'avait C'est pas le de... professeur, hein? C'est le professeur Essomin. Oui, mais j'ai dit... dit. C'est le professeur Essomin qui a... Mais j'ai dit que c'est lui qui accompagnait, donc. C'est lui qui accompagnait. Est-ce que le professeur, c'est elle qui commande cette Non, unité? mais attention, Elle vous donne une information. Non, le professeur... Non, Le professeur vous donne une information. Non. Il dit ceci. Oui. La femme, là, n'est pas venue pour accoucher, mais elle est venue parce qu'elle saignait. Et il dit que la dame n'avait pas de layette. Bon, moi, je suis enseignant de logique. J'ai dit au professeur Essomet que quand le professeur de médecine est assis dans son bureau, il ne part pas regarder dans les couloirs si les femmes qui sont venues accoucher ont laissé la layette. C'est quand le... Pourquoi vous avez vraiment des doutes sur tout ce que Non, vous je avez n'ai dit? pas de doute, je dis que c'est grossier. Il ne fait que s'enfoncer. Il connaît les autres dames qui ont les layettes et qui ne les ont pas. Je dis c'est grossier. C'est passé avec Dambel. Je vous ai même fait remarquer que j'avais des liens de parenté avec cette fille. Elle a passé déjà son accord, c'est bon. Nous défendons les autres filles et femmes qui iront accoucher. C'est pas à nous d'enseigner à l'hôpital La Quintini comment on suit une grossesse à risque. Et je continue à dire où est passé le carnet natif. Parce qu'au moins, il faudrait on prend le temps pour fabriquer un carnet. Il faut un nouveau carnet juste là. Même le processus de lactation. Si nous voyons cette dame et nous touchons, c'est ça. Nous allons constater que ce sang produisait déjà du lait parce que le bébé était à terme. Et si c'est à ce niveau, non, on ne peut pas non, parler de 3 mois. Ce que vous essayez d'expliquer va passer pour les petits esprits. Mais pour nous autres, ça ne peut pas passer. C'est en dessous de la moyenne de l'intelligence. C'est très en dessous. Merci beaucoup. C'est ce qu'il fallait dire globalement ce dimanche concernant cette affaire, cette vraie ou fausse affaire du bébé volé du côté de l'hôpital La Quintini. De toutes les façons, nous continuerons à mener nos propres enquêtes journalistiques. Il est fort possible que nous revenions sur ce qui s'est passé du côté de La Quintini. Une autre touche pause. 6 avril 1984, 6 avril 2023, cela fait donc très exactement 39 ans qu'il y a eu un coup d'État manqué au Cameroun, un putsch qui a failli renverser le président de la République du Cameroun, son Excellence Paul Biya, à l'époque qui n'avait que 2 ans à la tête de la magistrature suprême. 39 ans plus tard, nous voulons dire plus jamais cela. Mais avant d'en arriver, il est quand même question que nous revenions avec quelques clichés historiques. Il est question que nous essayons un peu de revoir ce qui s'était réellement passé. Maître Nougat, vous aviez à l'âge de la sagesse en 1984. Oui. Vous avez été un observateur. Nous étions des étudiants à l'époque. On était... Qu'est-ce qui s'est passé? Comment avez-vous vécu ces faits horribles? Ben, écoutez, on s'est réveillé ce jour avec des coups de feu. Mais figurez-vous, nous, on ne pensait pas que c'était des coups de feu. On pensait que c'était, je sais pas moi, des feux d'artifice, mais c'est très joli, vous savez. Quand les coups de feu craquaient, c'était très joli. Ça fait pap. Et puis de temps en temps, boum. On croyait des feux de camp. Et moi, j'avais rendez-vous avec ma grande sœur qui était en Kondongo. Et puis quand je sors pour y aller, je me rends compte que le bus ne marche pas. Bon, mais écoute, quand on n'est pas si loin, je vais y aller à pied. Alors, c'est là où on découvre que cette histoire qui était amusante au début... C'était très sérieux. Mais pas du tout amusante, parce que j'ai rencontré au niveau, justement, de l'Assemblée nationale, en face de l'Assemblée nationale, un groupe de militaires armés et qui tiraient en l'air. Alors, pour nous qui venions un peu innocemment, il fallait nous intimider et ils ont tiré un peu, je suppose qu'ils ne nous ont pas visés. Mon Dieu, il faut entendre siffler une balle. Ben écoute, on a repris le chemin inverse pour rentrer dans nos cités. C'était terrible et on a commencé à écouter la radio. À la radio, il n'y avait rien, il y avait de la musique militaire. Et puis on a commencé à conjecturer s'agissant d'un coup d'État. Qu'il s'agissait d'un coup d'État. Donc c'était quelque chose
de très surprenant, parce qu'on n'avait jamais vu au Cameroun, ni entendu des coups de feu pratiquement en plein cœur de la ville. Je vous rappelle, j'étais au château de Ngouaikele, et au niveau du monument, à l'époque, actuellement c'est les monuments de l'armée, le monument du cinquantenaire. Tout à fait. Et il semble que le général Semengue habitait là. Il habitait plus bas, à l'entrée du quartier général. Donc c'était un endroit stratégique pour le coup. Et nous qui avons osé aller de ce côté, on a risqué du don. C'était un coup de tampon, mais en même temps... Alors, qu'est-ce qui a quand même pu expliquer ce coup d'État, sachant quand même que le président Paul Biya, lorsqu'il a accédé à cette magistrature suprême, dans un contexte constitutionnel, il a été très applaudi. Il y a eu deux choses que nous... 2 ans plus tard, c'est un coup d'État. Il y a eu 2 choses dont on parlait à cette époque. D'abord, il y a eu une réunion où le président Ahidjo est venu après le chef de l'État. Ouais. Je ne me souviens plus, c'était un meeting du RDPC ou quelque chose comme ça. Et je ne me souviens plus très bien. Et puis le président Biya est arrivé, président de la République, avant le président national du parti. Ça a fait quelques mois avant, ou peut-être même un an avant. Ça a fait beaucoup de chou-gras dans les médias, dans la presse. On a dit que ce n'était pas normal. Et puis, il y avait aussi, c'était à l'époque, l'arrivée au pouvoir de François Mitterrand. Donc, on pensait que l'arrivée au pouvoir de François Mitterrand a déterminé le président Ahidjo à démissionner, parce qu'on pensait qu'il y avait une petite rancune entre le Ahidjo et Mitterrand, parce que lors du procès de Wandje, je me souviens, Mitterrand, avocat à l'époque, avait souhaité venir au Cameroun et Ahidjo ne le lui a pas permis. Pour défendre Ouadjene, c'était je crois 71 ou 70, je ne sais plus. Donc, on pensait donc que l'arrivée du pouvoir pouvoir Mitterrand avait une certaine influence au niveau de la géopolitique. Vous savez, hein, j'en parle comme ça vraiment un acteur naïf et un jeune étudiant. Donc, il y avait eu dans ce conflit, on avait vu venir un conflit entre le président national du parti et le président de la République. Et les changements de régime en France pouvaient laisser croire que le président Biya allait avoir un soutien nouveau, parce que il était plutôt pro Mitterrand. Alors, on a donc conjecturé sur le fait que les ahidjoïstes de l'époque pourraient faire un coup d'État. Et c'est un peu, en quelque sorte, ce à quoi le jeune étudiant de l'époque a pensé. Les ahidjoïstes veulent reprendre le pouvoir parce qu'ils comptaient le faire, mais avec l'arrivée de Mitterrand, s'ils ne le font pas tout de suite, ça sera difficile. Voilà un peu ce qu'on a. Merci, maître. Docteur, certains analystes s'accordent à dire que la politique du président Paul Biya a fondamentalement changé après ce putsch manqué de 1984. Quand je parle du changement, c'est un monsieur qui s'est renfermé et qui a mis un tissu sécuritaire hyper sophistiqué autour de sa personne. Vous êtes d'accord? Ce coup d'État avait véritablement fait peur à Nomingui? Parfait. Je voudrais dire que les êtres humains, nous évoluons toujours de manière sécurisée. Et quand il n'y a pas de sécurité, il y a nécessairement un instinct de suivi qui nous amène à remodeler non seulement notre regard sur le monde, mais également le rapport à l'autre. Il est donc important de dire que la situation malheureuse de ce coup d'État manqué n'est pas restée sans incidence sur l'homme du renouveau. Et pour cela, comme on dit chez nous les Bantous, le pied qui a été mordu par un serpent a peur même d'une liane. Il est donc important de le savoir et de voir pourquoi est-ce que on pourrait expliquer, sans le justifier, qu'il y ait également autant de mystères
et de sécurisation autour du président de la République. Ça, c'est le premier élément. Le deuxième élément, c'est que je ne voudrais pas, dans l'absolu, justifier le fait que cette hyper-sécurisation se retrouve par rapport au seul cas du 6 avril. Je voudrais dire que dans les fonctions politiques, il y a aujourd'hui une manière technique de sécuriser les personnalités et qui ferait que le pouvoir ne soit pas aussi mystifié et devienne un peu plus loin des populations qui voudraient être servies par celui qu'elles ont choisi. Il est donc important de relativiser et de nuancer cela pour que nous ne tombions pas dans ces gros mystères qui tournent aujourd'hui autour de la personnalité du président de la République et qui a amené l'entourage à créer un autre système de gouvernance. Il est important de dire que le président de la République a besoin d'être sécurisé comme tout le monde, mais également de faire une sécurité à dimension humaine au vu de sa qualité et de son rapport à l'autre. Merci. Pierre Blériot-Niémec, beaucoup ont également estimé que lorsque le président Paul Biya avait pris le pouvoir le 6 novembre 1982, il a continué pratiquement avec le même appareil politique de l'époque, laissé par son illustre prédécesseur, comme lui-même appelait à cette époque-là. Il n'avait pas changé grand-chose. Par exemple, certains grands dignitaires du Grand Nord ont continué à avoir des postes stratégiques. Mais après le putsch manqué de 1984, le président Paul Biya a eu tendance à gérer un peu plus avec ses frères. C'est vrai ou bien ce n'est qu'une vue de l'esprit? Non, si vous me permettez de faire un petit feedback sur les conditions du coup d'État. Oui. Le président Amadou Ahidjo naît en 1924. En 58, il a 34 ans quand il devient Premier ministre du Cameroun. Et en 60, il en a 36. Il est donc chef d'État du nouveau Cameroun devenu indépendant. Il y a eu un quiproquo, il y a eu un schisme entre l'avocat Mitterrand et le président Ahidjo. Mais il faut préciser sur le personnage du président Ahidjo, sans faire de la stigmatisation. Le président Ahidjo avait l'habitude de singer le président Senghor du Sénégal. Il aimait l'imiter. On dit même qu'il s'enfermait dans la chambre pour réciter les discours de Senghor. Donc, il aimait parler et faire comme Senghor. Or, Senghor démissionne en 1981 de son poste de chef d'État. Et la France, non, en 80. Mitterrand devient président en 81 en France. Il instruit les services secrets de pousser le président Amadou Ahidjo à la démission. On commence donc à lui donner des médicaments qui vont lui faire perdre la mémoire. Ahidjo est seulement âgé de 58 ans. Il faut le dire. En politique au Cameroun, quand vous avez 58 ans, vous êtes un genou. Vous pouvez encore ajouter 10 ans. Non, pas 10, 30. Vous êtes un genou. Amadou Ahidjo a donc 58 ans et commence à avoir des troubles de mémoire. Comme c'est quelqu'un de très fier, il ne supporte pas de se retrouver dans une telle situation. En fait, c'est parce qu'on avait étudié la psychologie d'Amadou Ahidjo. On savait qu'il était quelqu'un de très fier, qui ne supporterait pas certaines humiliations. Quand il commence à avoir des troubles de mémoire, il regarde autour de lui, il pense à aller se soigner. La première idée qu'il habite, c'est de céder momentanément le pouvoir et de revenir. Ensuite, il se rend compte qu'il faut qu'il pose un acte institutionnel. Il croit voir en la personne du président Paul Biya, et ce qui est vrai, c'est quelqu'un d'assez doux et d'assez passif. D'ailleurs, son premier chef au Cameroun, qui s'appelait William Etekimboma, signe quelque part que le président Paul Biya est inapte au commandement. C'est-à-dire que c'est un travailleur acharné, mais au niveau du commandement, il n'est pas très enthousiaste. Ahidjo croit donc que Biya est quelqu'un de suffisamment passif, apathique, à qui il peut céder ce pouvoir. Au cas où sa santé s'améliorerait, il pourrait revenir calmement. Il a en face des gens comme Samuel Eboa, il y a des gens comme Aïssi Boro qui aspirent à ce pouvoir. Il le lui cède donc pour aller se faire soigner. Sauf que après avoir quitté le pouvoir, on arrête d'ingurgiter, de lui faire ingurgiter ses produits, et la mémoire revient très rapidement.
2 ans après, Il Ahidjo se revient. sent totalement en bonne santé. Et les textes de l'UNC prévoient qu'il y a une prépondérance, une prééminence du parti sur l'État. C'est pour cela qu'on va observer qu'à l'occasion des cérémonies, Ahidjo arrive en grande pompe après le président Paul Biya. Ce sont donc les frères, entre guillemets, du président Paul Biya qui commencent à lui faire remarquer que cela n'est pas beau à voir, que le chef de l'État assis, un quelconque individu se présente après au motif que le parti sera au-dessus de l'État. Il y a 2 options. Soit le président de la République devient chef du parti, soit il crée simplement un autre parti. Pendant que la réflexion pour résoudre ce problème se passe, le président Amadou Ahidjo décide d'y mettre un terme. Il trouve que c'est du mépris parce que le président Paul Biya ne lui obéit plus du doigt à l'œil. C'est le président Amadou Ahidjo qui corrige les copies de gouvernement que lui présente le président Paul Biya avant. D'ailleurs, le premier ministre que le président Ahidjo, Paul Biya nomme, c'est le fils d'Amadou Ahidjo, en la personne de Bello Bouba Maïgari. Son fils comment? Oui, c'est son fils. C'est son fils. C'est pas son spirituel. Oui, c'est son fils spirituel. Comme vous pouvez dire que le ministre Moutazé est le fils de Paul Biya ou que Mbengo est le fils de Paul Biya. Bello Bouba est le fils d'Amadou Ahidjo. Donc la copie ne revient plus en 83, en fin 83, mais on est obligé de travailler avec les mêmes. Des gens comme Senghor Kwo commencent à dire à Paul Biya et d'autres que c'est toi le chef de l'État, il faut te détacher de ce patriarcat qui pèse sur toi et t'affirmer comme chef de l'État. La décision est donc prise, soit de renverser de manière constitutionnelle Paul Biya, on convoque une réunion dans ce sens-là, et on demande à la plupart des ministres du Nord de démissionner. Refus comme il avait fait en 58 pour évincer André-Marie Mbida. Il veut reprendre cela, mais ses propres ministres du Nord, dans la grande majorité, lui disent non, nous t'avons demandé de ne pas le faire, tu l'as fait, nous sommes habitués au nouveau chef à qui nous avons fait allégeance. Donc, acceptez qu'il y ait un autre chef. À partir de là, il y a un problème qui se tisse. À la fois, les frères de Paul Biya voient une occasion de prendre le véritable pouvoir. Et les frères d'Ahidjo, qui ne sont pas si naïfs que ça, craignent quand même qu'il y ait des représailles si jamais les frères de Paul Biya devaient prendre le pouvoir total. On va en arriver au coup d'État. L'attitude du président Paul Biya après le coup d'État, bien évidemment, c'est un homme. Il a vu la mort de tout près. Oui. Il a vu la mort de tout près. Paul Biya a été enfermé pendant très longtemps dans un bunker retranché avec des gens comme le lieutenant Aivo et des tirailleurs comme Hong Long qui l'ont protégé pendant au moins 48 heures. On ne dira pas tirailleur. Non, c'était un tirailleur. Hong Long, c'est un soldat de c'est péjoratif. Non, on dit que c'est un tireur d'élite. Non, bon. Hong Long. Bon, disons. Tirailleur, vraiment, c'est pas bon. Disons donc un tireur d'élite Hong Long. Mais c'est un sac au dos qui est aujourd'hui, qui a pris sa retraite comme colonel et l'un des plus puissants de l'armée camerounaise. Tout à fait. Donc, cette peur bleue et cet amour du pouvoir qui ont habité en même temps Paul Biya l'ont amené déjà à changer la GR, la garde républicaine, en GP, et à changer la coloration tribale de celle-ci. Quand vous allez maintenant, vous verrez que la GP ressemble autant à la GR qui ressemblait au nord, elle ressemble au sud. Pour se protéger, c'est de bonne guerre. Mais cette politique-là a-t-elle été efficace? Malheureusement, on a l'impression que le président Paul Biya a dit « Moi j'ai le pouvoir, vous gérez l'argent ». Parce que lui, il a un certain détachement vis-à-vis de l'argent. Pierre Blériot, jusqu'à présent, est-ce que nous pouvons quand même dire qu'il y a encore des séquelles du coup d'État de 84 au Cameroun? La plus grande séquelle, c'est le non-retour des restes d'Amadou Ahidjo au Cameroun. Cela signifie que le président Paul Biya n'a jamais accordé le pardon au Mais président je dis que c'est la plus grande séquelle, il y en a beaucoup d'autres. Le président Paul Biya avait répondu à cette préoccupation en disant que c'était du ressort de la famille. Non, ce n'est pas vrai. Il est chef d'État aujourd'hui. Qu'il meure au pouvoir ou hors du pouvoir, son corps appartient à l'État du Cameroun. Merci beaucoup. Mais écoute, c'est pas constitutionnel. Bon, les habitudes ne sont pas souvent constitutionnelles. Non, mais je voudrais dire quelque chose. Deux choses alors, parce que je voudrais dire une seule. Ça sera pour chucher, hein, c'est terminé. Je voudrais dire que peut-être qu'il faut changer le mot famille. Ou bien les frères, parce qu'on dit les frères d'Ahidjo, les frères du président. Je pense qu'on a vu, en réalité, en 82,
un peuple qui voulait changer et un groupe politique qui voulait maintenir un statu quo au moment où le pouvoir commençait à être particulièrement délicieux. Parce qu'à l'époque, au moment où Ahidjo s'en va, c'est à cette époque où le favoritisme lui est permis. Parce qu'Ahidjo a géré, en fait, sans beaucoup de favoritisme. Mais justement, à cette période où commence à atteindre les 25 années de pouvoir, ça commence à venir. Il commence à s'approcher de ce qu'on peut appeler aujourd'hui ses frères, qui avant n'étaient pas ses frères. Mais il y avait un groupe d'individus, il a cité Haïssim Bodo ou bien Eboa Samuel, qui élaboraient déjà des volontés de puissance, j'ai envie de dire personnelles, au-delà de l'État. Et du côté du président de la République, à mon sens, ces grands soutiens de 82, c'était qui? C'était les Sengakwo, André Tchougi, certes, mais davantage intellectuellement les Sengakwo, le professeur de philosophie, John Mwele, etc., qui n'étaient pas ses frères, d'ailleurs, ça se voit aujourd'hui. Vous savez que la fratrie a entouré le président. John Mwele, quand même, on aurait pu penser qu'il méritait un poste de sénateur. Il n'y est pas. Mais pourtant, donc, il y a dans ce Cameroun un peuple qui pense Cameroun. Et il faut peut-être pas toujours indiquer le peuple, la fratrie. On ne va pas gérer toujours ce pays par la fratrie. Très bien. Merci beaucoup. C'est ce qu'il fallait dire globalement ce matin. Nous sommes donc arrivés au terme de ce programme. 2 heures de temps de libre expression. Merci à Pierre Blérugnamet qui reste mon consultant en direct sur Info TV. On dirait également merci à Dr François-Désiré Mbesse, politologue, enseignant d'université. Merci à Maître Nouga qui est avocat mais également homme politique très ancré au niveau de la tradition africaine. Et pourquoi ne pas également dire merci au professeur Henri Essomé qui a bien voulu répondre aux questions d'Info TV dans le cadre justement de ce programme Libre Expression. Quant à lui, il est chef département gynécologie du côté de l'hôpital La Quintini à Douala. Ne ratez pas la première rediffusion de ce programme. Ce sera cet après-midi à partir de 17h. La deuxième rediffusion interviendra ce soir à partir de 21h. Dans quelques minutes, c'est-à-dire dans une trentaine de minutes, vous allez retrouver votre programme de détente dimanche VIP. Je vous annonce également que Pierre Blériot sera dorénavant des vôtres tous les lundis à partir de 21h en modérateur dans le cadre de ce programme Euro Africa. Il s'agit là d'un programme en débat à caractère panafricaniste. Avec tout ceci, que faites-vous encore ailleurs?